Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je me présente Alexis. Aujourd'hui nous allons parler d'extraterrestres, de contacts, d'abduction, de plein de choses, de Men in Black aussi, avec Sébastien Martin. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Très très bien, merci Alexis, puis merci de m'avoir sur votre chaîne. Ben écoute, c'est moi qui te remercie infiniment parce que je sais que c'est un sujet quand même relativement lourd à porter, à garder pour soi. Et toi, tu as décidé donc depuis quelques années ou quelques mois, disons, de parler de tout ça. Tu as déjà fait quelques émissions radio d'ailleurs en France, chez Kerry Cassidy aussi également, dans le côté anglophone. Alors il faut savoir que tu es donc un PDG, directeur, tu as fondé ta propre boîte aux States, donc tu es un Français qui finalement a décidé de partir de son pays et de s'établir là-bas. Alors en plus de ça, c'était, je pense, une boîte de miel, c'est ça, Sébastien? Oui, alors c'est une entreprise de miel qui venait de la Nouvelle-Zélande et c'est une entreprise que j'ai démarrée avec mon épouse au Canada en 2005 et on l'a transformée en entreprise multinationale. Donc on avait des bureaux aux États-Unis, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Et il y a 2 ans de ça, j'ai vendu cette entreprise, donc j'ai assumé le rôle de PDG pendant 10 ans. Et lorsque les investisseurs de New York et du Mexique ont racheté l'entreprise, ils m'ont mis directeur du conseil général, le conseil d'administration, pendant 2 ans. Et depuis le mois de novembre dernier, j'ai démissionné de tous mes postes. J'étais aussi directeur de la chambre de commerce locale au Canada. Voilà, j'ai préféré, en fin de compte, me dissocier de mon passé professionnel pour justement discuter des expériences qui me sont arrivées, qui ont vraiment radicalement changé ma vie. Puisqu'il n'y a vraiment aucun intérêt pour moi d'ailleurs d'en parler, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment tellement choqué, tellement bouleversé que j'ai dû en parler et j'ai dû le partager. Quelque chose qui a d'ailleurs m'a apporté beaucoup de bien puisque depuis mes entretiens sur Internet, entre guillemets, aussi avec Eric Cassidy, donc en Arizona dernier, j'ai eu un entretien avec elle pendant 2 heures et j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté à travers le monde, que ce soit aussi bien au Pakistan, en Norvège, en France, aux États-Unis, un peu partout en fait. Hmm. Alors toi, effectivement, on va parler, alors pas vraiment d'abduction, parce que c'est ce que tu m'as dit, c'est la différence, c'est que c'est pas vraiment de l'abduction que tu as vécu. Tu as vécu énormément de choses en fait depuis ton plus jeune âge. Alors c'est vrai que j'invite peut-être certains, les auditeurs surtout, à aller peut-être voir les anciennes émissions. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Chez Alain Plaisant pour Fréquence Évasion, entre autres, je mettrai d'autres liens aussi, où tu as parlé plutôt de ton passé en étant enfant. Tu as vécu plein de choses, tu as eu des visions, des sorties de corps et compagnie. Comment ça se fait selon toi, alors c'est vrai que c'est très courageux de ta part parce que on avait déjà reçu ici Dan donc sur l'émission qui était venu nous parler donc de son expérience d'abduction. Euh, et d'ailleurs, on a vu dans les commentaires que c'était pas forcément bien pris parce que c'est souvent moqué. Et toi, tu as quand même passé le pas. Tu as décidé, voilà, moi, j'ai une multinationale. Je décide de mettre tout ça un petit peu de côté et d'aller évidemment vers l'essentiel, vers quelque chose que finalement tu avais besoin de parler. C'est- c'est- Oui, c'est- je suis aussi en contact depuis très peu avec Richard Dolan, par exemple, qui est un personnage assez connu, un historien sur le sujet aux États-Unis. D'ailleurs, on s'est rencontrés en Arizona. Je me suis entretenu avec lui. D'ailleurs, c'est un entretien qui est disponible sur ma chaîne YouTube aussi avec NSO, donc la chaîne que j'ai créée pour en parler, discuter de ce sujet-là. Et justement, donc, il parlait du fait que la CIA, le FBI, ils ont en fin de compte voulu ridiculiser le sujet des ovnis, des abductés depuis plus de 50 ans, voire 60 ans. Et c'est un sujet donc qui, quelque part, m'a touché personnellement il y a seulement 5 ans. Auparavant, c'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait, ou parce que j'étais tellement terre à terre, je devais justement travailler dans mon entreprise, j'avais tellement de responsabilités que c'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait et qui faisait partie de ma vie. D'ailleurs, je connaissais même pas du tout le vocabulaire relié à ce genre de phénomène. Et donc, lorsque j'ai eu ma première expérience, en fin de compte, c'était quelque chose d'assez banal où j'étais enfin en train de dormir. C'était au mois de novembre 2011.
Et j'étais donc dans mon lit et je me souviens d'un visage assez particulier qui me regardait avec un grand sourire et il avait des pommettes assez élevées avec des grands yeux bleus assez élargis et il était très content de me voir. Alors bon, ça aurait pu être un rêve assez anodin. Quand je me suis réveillé, c'est un rêve dont je me souvenais, mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, bah, comme tout rêve, tous ces rêves-là vont disparaître. Sauf que ce jour-là, je suis parti au travail et le visage de ce jeune homme, c'était autour de peut-être 18-19 ans, me regardait et était toujours devant moi en pleine journée. C'est-à-dire que je pouvais encore le voir et il me hantait quasiment. C'est quelque chose d'assez particulier et ça m'a profondément stressé. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout, je pensais qu'il y avait quelque chose qui me choquait dans le sens où depuis des mois, j'avais des visions en plus de ça cataclysmiques avec des tsunamis, des ouragans, des tremblements de terre. Donc je suis sur l'île de Vancouver au Canada qui fait partie de la barrière de feu. Donc on est comme une zone à risque au niveau des tremblements de terre. Donc ayant une famille, donc j'ai mon épouse, à l'époque, donc ma fille avait seulement 6 mois, 1 an. Donc on était quand même assez stressé par rapport à tout ce qui se passait, dans le sens où j'avais eu des visions prophétiques, dans le sens où je pouvais voir des choses qui sont arrivées dans ma vie, avec des gens très proches, des choses comme ça, mais pas aussi large que ce que je le voyais à l'époque, avec les visions cataclysmiques de l'île de Vancouver et autres, et après ça, même dans tous les États-Unis. Donc c'est quelque chose d'assez pesant et qui me dérangeait dans mon travail. Donc à cette époque-là, après cette vision de cette E.T. en fin de compte, qui était pas vraiment, il ressemble pas trop à un humain, j'ai décidé après manger, de m'asseoir sur mon divan et de fermer mes yeux et puis de me concentrer sur cet individu qui me hantait pendant toute la journée, sans trop savoir exactement ce que j'allais rechercher, ce que j'allais pouvoir voir, puisque je m'étais même versé un thé que j'avais laissé donc dans ma cuisine en attendant, parce que bon, fallait que j'attende que ça refroidisse. Et en fermant mes yeux, donc dans mon salon, j'étais tout seul, c'était peut-être 10h30 du soir, et je ferme les yeux et au bout d'une seconde, j'ai pu sentir un ouragan tourner tout autour de moi. Et lorsque ça s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu cet individu, cet adolescent devant moi, à peu près je dirais, peut-être 2,50 m, 3 mètres de moi. Et il me regardait avec le même sourire qui me regardait pendant toute la journée et dans la nuit aussi. Sauf que là, je le voyais vraiment de plein pied, de la tête aux pieds, il était devant moi. Il y avait une sorte de lumière qui émanait de son corps, alors que la pièce était noire quand même. Donc j'étais comme figé, dans le sens où non seulement j'étais un petit peu surpris de cette apparence, mais j'ai voulu me lever, donc j'ai voulu mettre mes mains de chaque côté sur mon divan pour me lever, et je me suis aperçu que je ne pouvais pas bouger. Et lorsque je le regardais, donc je pensais, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais chez moi, des choses comme ça dans ma tête. Et lorsque j'ai voulu ouvrir la bouche pour en parler, parce que bon, c'est arrivé tellement rapidement que entre mes pensées et ce que je voulais dire, ça s'est passé entre quelques secondes, hein. Et lorsque j'ai commencé à vouloir ouvrir la bouche, j'ai pas pu parler non plus, j'étais comme figé, j'étais paralysé. Et là, il m'a répondu de manière télépathique en disant t'inquiète pas, mon nom est Zor et je viens de la Fédération Galactique ou de l'Alliance Galactique. Il n'a même pas utilisé le nom Fédération, mais de l'Alliance Galactique. Et alors, pour moi, ce genre de mots, ça me disait absolument rien. Et lorsque je commençais à lui parler, finalement, c'était un peu bizarre puisque j'ai eu l'impression d'avoir une discussion qui a duré que 15 minutes. Et lorsque j'ai voulu lui parler du stress par lequel je passais à cause de ces visions, j'ai voulu lui en parler. Parmi toutes les questions que j'aurais pu lui poser, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et je lui ai justement demandé si ces visions allaient réellement arriver parce que je m'inquiétais pour ma famille. Et là, toujours avec le même sourire, donc lui, il bougeait pas ses lèvres non plus, hein, il me parlait de manière télépathique, mais il avait toujours le même sourire, c'était très apaisant quelque part, et il me disait justement qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que s'il y avait des cataclysmes, si les gens mouraient, ça faisait partie de la vie, que la mort n'existait pas.
Donc des choses comme ça qui me lançaient. Alors moi, ça n'arrangeait rien parce que ça me stressait encore plus. Comme quoi, si les cataclysmes arrivaient, ça veut dire que pour moi, je veux dire, les gens allaient mourir et ça me stressait davantage. Mais pour lui, ça n'avait pas l'air de l'inquiéter dans le sens où ça faisait partie d'une expérience, que c'était quelque chose qui pouvait faire partie d'une ligne de temps. Il me parlait du mot ligne de temps, comme timeline en anglais, et ça me disait pas grand-chose non plus, parce que ce vocabulaire qu'il utilisait me disait absolument rien. J'ai quand même écrit notre correspondance ou notre conversation après coup, mais lorsque ça s'est arrêté et qu'il a disparu très rapidement, comme une sorte de mirage, là, c'est comme si c'est comme dissipé devant moi, alors qu'il paraissait de manière très très physique, hein, pourtant au départ. Et lorsque j'ai repris, on va dire, contrôle de mon corps et que je me suis levé, je me sentais un petit peu comme groggy. Donc là, j'ai commencé à marcher vers ma cuisine. Et en pensant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je suis en train d'être paranoïaque? Ou enfin, c'est une illusion? Enfin, bon, voilà, j'ai halluciné. Et lorsque j'ai commencé à prendre mon thé, que j'ai voulu le boire, comme ça, toujours en repensant à ce qui venait de se passer, je me suis aperçu que mon thé était très très froid, glacé même. Donc là, je le pose et je regarde l'horloge de la cuisine et j'avais manqué 2 heures et demie de temps. Voilà. Donc, et pourtant, j'ai pas l'impression d'être si fatigué que ça, mais ça m'a choqué quelque part, mais sans plus. C'est-à-dire que j'ai regardé l'horloge et après ça, je suis reparti me coucher et j'ai très très bien dormi. Je me suis réveillé le lendemain et tout s'est bien passé. J'ai pas eu de rêve ou de prémonition, quoi que ce soit. Mais j'avais pris un rendez-vous avec une thérapeute justement pour discuter des visions que j'avais et pour m'en débarrasser finalement, puisque c'était quelque chose qui prenait tellement d'ampleur que j'avais à peu près entre 2 et 3 visions par jour. Donc c'était assez intense et ça m'empêchait réellement de me concentrer dans mon travail. Donc lorsque j'ai pris ce rendez-vous-là, j'ai dû attendre une semaine de plus à peu près. Et lorsque j'ai rencontré la thérapeute, je n'ai pas voulu lui parler justement de ce genre de détails, puisque ce n'était pas du tout ce genre de détails qu'elle connaissait, dans le sens où c'est une thérapeute clinique, donc qui s'intéressait seulement à aider les gens avec, par exemple, à arrêter de fumer des cigarettes, ou des personnes qui avaient des grossesses, ou qui voulaient avoir des grossesses. Voilà. Non, non, elle ne connaissait pas du tout les extraterrestres, les ovnis, c'était pas du tout on va dire une sorte d'expérience. Et moi, c'était pas non plus un sujet on va dire, qui me venait à l'esprit tout de suite non plus. Même le sujet des ovnis n'était pas du tout dans l'agenda. C'est-à-dire que lorsque je me suis assis avec elle et qu'elle m'a posé des questions en entretien pendant 1 heure auparavant pour savoir exactement d'où ça venait, pour m'aider finalement, pour savoir exactement où aller dans ces démarches. Et là, donc, elle m'a demandé quand j'avais eu des visions aussi intenses que j'avais à l'époque. Et je lui disais, bah, autour de l'âge de 16 ans, j'ai eu des visions assez intenses. J'ai eu même beaucoup de phénomènes assez particuliers où j'avais des sorties de corps. J'ai eu toutes sortes d'expériences comme une écriture automatique. J'avais des intérêts pour l'Atlantide. Et ce sont des effets qui sont dissipés assez rapidement. À l'âge de 17 ans, c'était plus vraiment un sujet qui m'intéressait. C'est un truc assez bizarre. Mais cette année-là, donc j'étais à Saintes en Charente-Maritime en école privée. Donc mon père m'avait envoyé en école privée pour me punir parce qu'à l'âge de 14 ans, j'avais comme fugué. Je voulais même pas en fait repartir à l'école. Et pour me punir, il m'a envoyé dans cette école privée. Et depuis ce temps-là, ça s'est très très bien passé. Et lorsque je suis parti donc en internat, pendant cette année-là, j'ai eu énormément d'expériences assez particulières. Voilà. Donc c'est un petit peu cette année-là où la thérapeute voulait me revivre un petit peu ce que j'avais vécu. Et donc, sous hypnose, elle m'a fait revenir à l'âge de 16 ans. Et lorsque j'ai commencé à décrire cette expérience-là, j'étais en train de voir donc mes pieds. Voilà, je peux voir mes pieds, mes jeans, je peux voir mes mains. Donc, je voyais tout à la première personne. Et lorsqu'elle m'a demandé de regarder autour de moi, je peux voir mon école sur ma droite. J'étais, en fin de compte, c'était le soir, j'étais à l'extérieur. Et lorsque je regardais au-dessus de moi, j'ai décrit quelque chose d'assez particulier, sans me douter de ce que c'était, en disant, je vois le dessous d'une tasse. Ça ressemblait à ça, en fin de compte. Et donc, je lui dis ça. Après, je regarde mes pieds, je dis, tiens, mes pieds sont en train de quitter le sol.
Et j'étais en fin de compte pris, je me voyais flotter, je partais comme ça à l'horizontale, et tout à coup, on m'a mis comme ça sur le dos, en plein air, et je suis rentré dans une soucoupe volante, mais avec les pieds en premier. Voilà. Et lorsque je suis rentré, donc il y avait une sorte de porte rectangulaire assez grande. Et à travers cette porte-là, je voyais une lumière assez brillante avec des grilles à l'intérieur, mais qui étaient des grilles qui étaient assez grands, ce qui faisait quand même plus de 2,50 m, 3 mètres de haut. Et c'était des très grands grilles, ouais, très grands grilles. Et quand j'ai vu ces grilles-là, avec des grands bras, avec des grands doigts, qui dépassaient les genoux, hein, c'était vraiment qui était très très grand. Je pouvais les voir très très distinctement avec je peux même voir en fin de compte leur peau qui était très très lisse, mais aussi avec une sorte d'aspect bleuâtre vert quelque part. Mais je me suis remarqué qu'il y avait une lumière, une lampe bleue sur ma gauche qui ressemblait à une sorte à ces lampes qu'on voit en Égypte par exemple. Je ne sais pas si tu peux voir un petit peu ces genres de c'est c'est une sorte de grande lampe avec une sorte de grande corde comme ça qu'on peut voir aussi dans les hiéroglyphes égyptiens. Voilà, voilà. Donc ça, il y avait ce genre de lampe sur ma gauche et qui en fin de compte émanait une sorte de lumière assez bleuâtre dans l'ensemble de la pièce ronde où j'étais. Donc c'est une pièce assez ronde, assez petite quelque part. Et lorsque les grilles qui étaient en fin de compte aussi bien à ma droite qu'à ma gauche ou derrière moi, je ne pouvais pas trop voir ceux qui étaient sur ma gauche ou derrière moi, mais je les sentais parce qu'ils plaçaient donc un casque sur ma tête, ils ont commencé à mettre des intraveineuses dans mes bras, et là, ils ont commencé à s'arrêter et ils ont commencé à s'engueuler avec un ton assez particulier. Ça faisait comme bro, 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 bro. Comme quelque chose d'assez bref, d'assez guttural. Et ça s'est arrêté. Et là, l'hypnothérapeute a arrêté la séance et m'a dit, écoute, Sébastien, c'est quelque chose que je connais pas du tout et je ne sais pas vraiment comment t'aider par rapport à ce genre d'expérience. Donc, il faut me laisser un petit peu de temps pour que je puisse un petit peu m'éduquer sur le sujet. Et on va refaire cette séance au bout d'une semaine ou quoi, 2 semaines après. Et donc, on s'est revus et on a répété la séance. Donc, en sachant que de mon côté, puisque je n'avais jamais été hypnotisé dans le passé, j'ai traité cette expérience comme quelque chose que je fabriquais, que je créais de toutes pièces, que j'avais une imagination débordante et que c'était la manière dont je m'exprimais. Voilà. Donc, je n'étais pas du tout dans le sujet, c'est-à-dire que je le vivais à la première personne, mais comme si ce n'était pas vraiment moi. C'est un petit peu la sensation que j'avais dans le sens où je n'étais pas du tout impliqué dans cette situation, j'y comprenais rien. Je pouvais voir tout ce qui se passait en détail, mais je pensais réellement que j'avais une très très bonne imagination. Voilà. Donc pour moi, j'étais très très critique et je ne voulais pas franchement dire que c'est quelque chose qui m'était arrivé, que j'étais victime de quoi que ce soit. Donc j'ai pas trop peur de ce qui m'est arrivé finalement. Donc lorsque j'étais avec ces grilles-là et que on a répété cette séance où là ils ont commencé un petit peu à parler, alors que auparavant ils se parlaient de manière télépathique. Et lorsque ça s'est arrivé, finalement, la thérapeute m'a demandé de leur demander sur quel sujet ils s'engueulaient finalement. Et lorsque j'aurais posé la question, ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me toucher parce que j'avais déjà été manipulé. Voilà. Alors c'est un petit peu le terme qu'ils ont utilisé en anglais parce que c'était une sorte de conversation en anglais qu'on avait et puisque bon, la thérapeute était anglophone donc on se parlait, on communiquait en anglais et le terme qu'ils ont utilisé c'était tampered with. Et donc lorsque j'ai répété cette phrase à la thérapeute, elle m'a dit mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi Sébastien? Et je lui ai dit ben, j'en sais rien du tout, je comprends pas ce qu'ils me disent. Donc là elle me demande est-ce qu'ils peuvent te montrer de quoi ils parlent. Et là ils me montrent des symboles donc holographiques entre moi et eux avec une sorte de bâton assez particulier au milieu. Il y avait un triangle isocèle renversé, donc la base était au sommet, avec 3 boules noires sur chaque pointe, un petit peu espacées, il y avait un espace entre les deux, et il y avait aussi une sorte d'étoile assez particulière sur la droite. Donc tous ces symboles étaient bleus, légèrement bleus,
Et lorsque je voyais ces symboles, je les ai même écrits, enfin dessinés pour la thérapeute, pour qu'elle puisse les voir. Lorsqu'elle les a regardés, elle m'a demandé ce que ça voulait dire, et je lui ai dit, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc là, elle m'a demandé de demander donc aux extraterrestres ce que ces symboles voulaient dire. Et là, ils m'ont rien dit. Donc, encore jusqu'à ce moment-là, je pensais que je l'imaginais. Okay, et là, elle me dit, est-ce qu'ils peuvent te montrer où tu aurais vu ces symboles auparavant s'ils veulent dire quelque chose pour toi? Et là, à ce moment-là, tout est devenu tout noir et j'ai senti comme une sorte de courant, c'est-à-dire que je suis comme reparti en arrière. C'est comme si je partais en arrière très très rapidement. Et quand j'ai rouvert les yeux, on va dire, bon, j'avais les yeux fermés sous hypnose, mais lorsque j'ai pu revoir à travers peut-être mon troisième œil ou à travers mon subconscient, lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un corps de bébé de 6 mois d'âge et j'étais dans une sorte de cylindre avec une sorte de liquide noir. Et à travers ce cylindre, donc il y avait une sorte de capsule au-dessus, et je pouvais voir des pléiadiens, donc comme des êtres extraterrestres qui nous ressemblaient, qui étaient un peu comme Zor, la personne qui m'a rencontré dans mon salon. Et lorsque ces pléiadiens, donc il y avait un homme et une femme, donc l'homme avait une barbe, il avait une sorte de casque sur la tête, donc je peux quand même voir ses cheveux bruns au-dessus, etc., mais il avait une sorte de symbole, une sorte de trident sur le front. Et la femme était de la même taille que lui, donc il faisait aussi 2,50 m, 3 mètres de haut, assez grand, très bien physiquement, très musclé physiquement. Ils portaient tous, aussi bien que Zor que eux, avaient des combinaisons assez moulantes, bleues aussi, avec le symbole, donc le triangle isocèle sur leur poitrine, avec les 3 pointes, les 3 boules noires. Et il me regardait quelque part avec un ton comme neutre. C'était, il y a pas trop je pouvais pas ressentir d'émotion à travers cette correspondance. Je pouvais les voir, ils me voyaient, mais c'était très scientifique. Ouais, exactement. Et moi, j'étais dans ce cylindre. Et la thérapeute, puisque le cylindre, donc avec la capsule au-dessus de moi qui était assez ronde quelque part, elle me dit, est-ce que tu peux sortir de ton corps pour voir où tu es? C'est seulement ce qu'elle m'a dit. Donc je suis sorti de mon corps et j'ai décrit la prochaine image, parce que je pouvais voir, c'était que j'étais, en fin de compte, tout était noir autour de moi et que je pouvais voir un vaisseau spatial de plusieurs kilomètres de long en dessous de moi, qui était très cubique en apparence, et que je savais exactement où j'étais dans le vaisseau spatial, et que en dessous du vaisseau spatial, je pouvais voir la Terre. Donc j'étais dans l'espace. Donc là, ça fait paniquer la thérapeute, elle m'a fait revenir dans mon corps. Donc là, à ce moment-là, il faut savoir que non seulement je voyais les choses de manière tellement live, en direct, tellement rapidement et distinctement, que là, ça m'a fait vraiment réfléchir. Dans le sens où j'ai compris que je le vivais réellement, où je le revivais réellement dans cette vie-là. Et que ça m'a quand même quelque part choqué, bouleversé, puisque là, je me suis aperçu qu'il y avait tellement de détails dans ce que je voyais que c'était impossible que je l'imagine, que je crée à travers des expériences qui me paraissaient toutes nouvelles, en fin de compte. Lorsque je suis revenu dans mon corps et qu'elle m'a demandé de redécrire l'intérieur de la pièce où j'étais, qui était quand même une pièce assez large avec des instruments, donc l'homme et la femme avaient des instruments devant eux, et les murs étaient comme verts quelque part, et le sol assez orange. Et les murs étaient, c'était comme une sorte de, c'était comme biologique, organique. C'est comme si, bon, ce que j'ai appris par la suite, c'est que le vaisseau était un vaisseau multidimensionnel. Donc, il n'était pas, en fin de compte, je voyais ce qu'il voulait me faire voir, finalement. C'était pas solide, voilà. Donc, mais l'expérience que j'avais paraissait très claire, très solide pour moi. Et lorsque je suis revenu dans mon corps pour décrire le détail du cylindre avec des sortes de symboles oméga qui étaient finalement sur chaque bord du cylindre, qui séparaient le verre du métal. Et là, le liquide noir a commencé à bouger. Et comme une sorte de vague, ça a commencé en fin de compte à bouger, pareil de manière biologique, assez bizarrement autour de ça a envahi mon corps. Et là, ça m'a fait paniquer. Et j'ai commencé à pleurer à l'âge de 35 ans. Hein. Sous hypnose, j'ai commencé à pleurer parce que je revivais les émotions du bébé de 6 mois.
sans comprendre exactement pourquoi ça m'arrivait ou ce que c'était, etc. Lorsque je suis revenu chez moi après la séance d'hypnose, j'avais l'impression d'avoir reçu beaucoup d'informations, mais sans savoir exactement ce que c'était. Donc, derrière ma nuque, je ressentais pendant la séance d'hypnose pas mal d'informations qui avaient été téléchargées, mais sans savoir ce que c'était. Après coup, lorsque je suis revenu chez moi, que j'ai décidé de parler à ma mère, qui, elle, en fin de compte, contrairement à mon père, qui est un homme d'affaires en France, et que ma mère, elle, était plus, on va dire, attirée vers les fermes biologiques, vers l'artisanat, qui n'a rien à voir avec le métier de mon père. D'ailleurs, ils ont divorcé quand j'avais 7 ans. Elle plus Et, créative, ton papa plus, disons, terre à terre, on va dire. Cartésien. Alors voilà. lui, voilà, lui, il croit pas du tout aux ovnis, aux fantômes, il croit absolument rien. Donc pour lui, c'était quelque chose, c'était un sujet dont il voulait même pas parler. Et lorsque j'ai parlé à ma mère, qui elle, en fin de compte, au fur et à mesure du temps, est devenue professeure de Reiki, elle travaille sur beaucoup avec l'énergie, puisque à l'âge de 16 ans, elle a eu une NDE, c'est-à-dire elle est morte pendant un accident de voiture avec mon père, d'ailleurs, ils n'étaient pas encore mariés à l'époque. Elle est passée par le pare-brise et elle est sortie de son corps à l'hôpital lorsqu'ils ils ont voulu on va dire l'opérer. Et donc là, elle a pu décrire son corps, elle était directement dans la pièce, au-dessus de son corps. Et là, elle est passée par le tunnel blanc, elle a vu des êtres de lumière qui lui ont dit, voilà, non, c'est pas ton temps, il faut que tu reviennes dans ton corps, etc., etc. Et depuis, elle est revenue avec un don pour guérir les gens. Ça s'appelle le feu, là, c'est-à-dire qu'elle elle peut retirer le feu des gens, des grands brûlés, par exemple. C'est ce qu'elle fait. Voilà. Donc, elle a toujours eu ce don depuis l'âge de 16 ans, qu'elle a commencé à pratiquer plus par la suite. C'est-à-dire que c'est une sorte de rebooteuse, c'est-à-dire que les gens du village, elle habite en Dordogne aujourd'hui, les gens du village l'appelaient parce qu'il y avait une usine justement de cartes téléphoniques. Il y avait des personnes qui se brûlaient avec les machines et ils l'appelaient directement pour qu'ils viennent en attendant l'ambulance. Donc, elle a toujours été appelée pour ça. Et bon, maintenant, elle essaye de gagner sa vie, mais elle a toujours été assez pauvre par rapport à ce qu'elle pratique, puisque en Dordogne, même, c'est pas vraiment un sujet que les gens apprécient réellement. Donc, elle est quelque part isolée, malgré les talents qu'elle a. Et bon, depuis, je l'ai un petit peu connectée avec des gens que je connais aussi bien à Strasbourg qu'ailleurs. Donc, elle a fait des présentations à droite et à gauche, mais elle a un talent exceptionnel que j'ai dénigré pendant toute ma vie parce que je n'y comprenais absolument rien. Et j'étais plus proche de mon père par rapport à, on va dire, professionnel, par rapport à mon éducation. Et c'est un sujet que je délaissais, que j'essayais à côté parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Lorsque j'ai appelé ma mère pour lui parler de cette expérience, déjà j'avais un petit peu une certaine appréhension, même que déjà bon, je sais même pas si on va dire les extraterrestres étaient un sujet qu'elle connaissait réellement, puisque c'est plus une personne qui travaille avec l'énergie. Et lorsque je lui ai parlé de mon expérience avec ce triangle isocèle, elle m'a dit mais oui, mais ça c'est en fin de compte les Pléiades, c'est le triangle d'hiver que tu as vu. Et c'est vrai que lorsqu'on peut voir donc les différentes constellations qui existent, les Pléiades font partie de ce triangle isocèle quelque part dans notre univers. Et c'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Et lorsque je lui ai parlé de ces Pléiadiens que j'avais vus, elle m'a dit, je vais te dire maintenant, parce que c'est quelque chose, elle me cache beaucoup de choses finalement. Et elle m'a dit, lorsque je suis devenu professeur de Reiki, pendant ma séance, j'ai en fin de compte vu des Pléiadiens avec des tuniques bleues qui sont présentés comme une famille au complet. Et je t'ai vu, toi, debout avec ces personnes-là. Et j'ai dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et tout. Et elle m'a pas vraiment répondu. Elle m'a dit tout ce que je peux dire que c'était toi. Alors, j'ai pas, encore une fois, je comprenais pas trop ce qu'elle me disait parce qu'elle part des fois dans des tangentes où ça me paraît tellement superflu que ok, c'est bien, je bon, comprends. je te laisse avec ça. Ouais, c'est ça. Et donc, lorsque je suis revenu voir l'hypnothérapeute, j'ai voulu en fin de compte lui parler de Zohar. Et entre-temps, donc entre ma dernière séance et cette nouvelle expérience-là avec elle, je lui ai dit que justement j'avais eu une autre visite de Zohar qui est venue chez moi
Donc Zohar, c'est Z-O-A-R, c'est la manière dont il est appelé. Et, et là, il voulait en fin de compte m'inviter sur son vaisseau spatial. Et je lui ai dit, bah écoute, je sais pas trop si je veux le faire, je sais pas où je vais partir. Et donc, j'ai décidé de rester chez moi et de contacter l'hypnothérapeute pour faire une autre séance d'hypnose. Lorsque je suis reparti avec elle, elle m'a dit, bon, bah écoute, tu veux commencer par quoi? On va laisser venir les choses et voir ce qui arrive. Et là, lorsque elle m'a mis sous hypnose, très rapidement, je me suis senti comme partir dans une sorte de sas. Et je suis parti vers comme une sorte d'ascenseur finalement. Les portes se sont ouvertes et Zor était devant moi, il m'attendait, toujours avec le même sourire, très charmeur, très gentil. Et là donc il m'emmène voir les deux individus, donc les deux Pléiadiens que j'avais vus à l'âge de 6 mois. Et il me regarde, toujours avec le même ton assez neutre. Et lorsque Zor monte les marches pour aller vers sur la plateforme où les deux individus étaient sur ma gauche, l'homme commence en fin de compte à parler de manière télépathique avec Zor, mais il s'engueule pour dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu l'as fait venir ici? C'est pas son temps, etc., etc. Donc il n'était pas du tout content le fait que je sois là. En fait compte, il me mettait très mal à l'aise déjà dès le départ. Et la femme était assez neutre, mais je pouvais quand même ressentir maintenant des émotions quelque part, comme si elle était heureuse que je sois là, mais elle ne voulait pas trop non plus me dire quoi que ce soit. C'est assez bizarre. Et Zor, finalement, a répondu à son père, je pense, c'était son père, il lui disait, voilà, je pense qu'il est prêt, il faut qu'on lui dise. Et quand je disais ça à l'hypnothérapeute, elle me demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Sébastien, encore une fois? Je dis, genre, je ne sais vraiment absolument rien. Et c'est à ce moment-là que l'homme, là, me regarde et, de manière télépathique, encore une fois, me dit, voilà, tu étais censé, en fin de compte, vivre une expérience humaine très simple pour avoir des émotions humaines, mourir et revenir vers nous. Voilà, c'est tout ce qu'il a voulu. Mais maintenant, ton expérience a relativement changé puisque tu as un certain éveil qui te pousse maintenant à changer ta mission. Comme quoi, tu dois revenir sur Terre et réveiller les consciences humaines, réveiller les graines d'étoiles sur la planète Terre. Alors là, moi, j'absorbe tout ça sans comprendre quoi que ce soit. Et je ne comprenais pas même le mot graine d'étoile, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Enfin, c'était Sarcide, hein, le mot qu'il utilisait. Alors, et sans manuel, hein, sans savoir, ok, vas-y, repars et puis bonne chance. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il me l'a dit, quoi. Alors du coup, lorsque la séance d'hypnose s'est arrêtée, que j'ai raconté ça à l'hypnothérapeute, elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Sébastien? Comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Et je lui dis, ben, j'en sais absolument rien. Et j'ai abandonné le sujet, j'ai arrêté les séances d'hypnose très rapidement après. Et pendant 3 ans et demi, rien ne s'est passé. Donc, c'était un petit peu comme une sorte de message qui m'a été donné. J'ai eu énormément d'informations qui ont été téléchargées pendant cette période-là, sans comprendre quoi que ce soit de ces messages. Et j'ai voulu en fin de compte abandonner ce sujet parce que c'était en fin de compte devenu trop lourd pour moi. C'est-à-dire que j'étais encore pris dans mes affaires, on était en train de grossir notre entreprise, on vendait à peu près $1 million de marchandises par mois. Il fallait absolument que je reste, on va dire, sain d'esprit et de rester terre à terre sans trop m'orienter sur ces sujets-là en fin de compte. Et jusqu'à ce moment-là, Sébastien, tu as gardé ça toujours pour toi, à part avec l'hypnothérapeute, c'est ça? À l'époque, oui. À l'époque, oui, j'en parlais à personne. Même, non. Même pas à ta femme. Ah non, non. Bah, disons que ma femme, je donnais des détails. Non, je lui parlais pas trop de ça. Je lui disais que oui, j'avais eu des expériences d'hypnose, mais vu qu'elle connaissait pas non plus l'hypnose, elle pensait encore une fois que c'était des hallucinations ou de l'imagination. Donc pour elle, elle n'a pas trop voulu commenter sur le sujet. Elle m'a laissé on va dire, vivre ces expériences-là sous hypnose et des choses comme ça, mais sans trop commenter sur le sujet. Voilà. Bon, alors il faut savoir que ma femme, depuis, on était mariés depuis, ça fait 16 ans qu'on est mariés maintenant, et on a quand même vécu énormément de choses ensemble, c'est-à-dire qu'elle a vu des ovnis avec moi, je lui ai dit donc les visions prophétiques que j'ai eues, donc j'ai pu décrire ma fille à l'âge de 20 ans lorsqu'elle était enceinte, sans savoir que le sexe du bébé à l'époque. J'ai pu décrire notre fille avec une sorte de fossette sur le menton qu'elle a aujourd'hui que moi et ma femme n'ont pas. Donc j'ai décrit physiquement
comme elle aurait pu être à l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui, elle a 6 ans et elle ressemble quasiment à ce quoi elle va ressembler à l'âge de 20 ans. Donc, elle est vraiment très, très proche physiquement. Et j'ai aussi décrit la naissance de mon fils, qui a 4 ans aujourd'hui, et je lui ai décrit ça 2 semaines avant qu'elle sache qu'elle était enceinte. En lui disant, à propos, tu es enceinte. Donc, et ça s'est confirmé lorsque je suis parti en voyage d'affaires à Kelowna, en Colombie-Britannique. Et pendant mon séjour à Kelowna, elle m'a envoyé un message pour me dire, bah, devine quoi, je suis enceinte. Et voilà, donc et ce sont des choses qu'elle a acceptées parce que lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai parlé de mes visions que j'avais aussi à l'époque, à l'âge de 16 ans, des choses comme ça, et ça lui faisait peur. Elle avait peur de l'inconnu, elle avait peur que je la voie mourir dans un accident ou qu'on se sépare, enfin, toutes des choses assez négatives qui lui faisaient très très peur. Et pour elle, j'ai arrêté mes visions pendant plus de 10 ans. Donc pendant 10 ans, je n'avais pas de vision du tout, et elles sont revenues à la charge lorsque ma femme est tombée enceinte. Voilà. Et là, après ça, bon, c'est venu comme des rafales de visions, comme 2-3 visions par jour, en pleine nuit, dans la journée. Enfin, c'était incessant. Et donc pendant 3 ans, tu n'as plus rien eu, et alors pour en revenir. Pendant 3 ans et demi, Ouais. rien ne s'est passé. J'imagine que les Pléiadiens voulaient que je fasse quelque chose, mais j'ai absolument rien fait. Et puis, au bout de 3 ans et demi, là, j'ai commencé à entendre des voix pour me dire, voilà, il faut que tu ailles à tel endroit, des choses comme ça. Donc là, c'est mon expérience au Mont Shasta que j'ai vécu, que les gens peuvent regarder sur d'autres entretiens. Et après coup, j'ai eu, en fin de compte, un autre message pour me dire que je devais aller à un salon aux États-Unis, à Contact in the Desert, au mois de juin 2016. Et donc, c'est vraiment très, très récent. On parle de quelque chose de très, très récent. Et au mois de juin, donc, je suis parti je suis parti donc au Contact in the Desert en Californie, en me disant, donc la voix me disait qu'il fallait que je rencontre 5 individus très importants dans ma vie qui allaient m'aider dans ce que je devais faire. Alors que moi, personnellement, Contact in the Desert, ça me disait absolument rien. Je cherchais pas du tout à partir à droite et à gauche. J'ai une famille très, très, très jeune, etc. Donc, j'ai pas voulu partir. Et quand ces voix ont insisté pour que j'y aille, je suis parti à Contact in the Desert sans savoir exactement ce que je recherchais ou qui j'allais rencontrer. Et les choses se sont vraiment déroulées comme ça au fur et à mesure du temps. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont ensuite de ça invité à faire un salon en Californie, à Sacramento. Donc, j'y suis allé, j'ai reçu un badge de VIP pour y aller, alors que j'étais un inconnu, hein. Ils m'ont invité. Et là, l'organisateur de la conférence m'a fait rencontrer Dave Cruz, qui est en fin de compte une chaîne de télé, une chaîne de radio, pardon, qui s'appelle Beyond the Strange. Et là, j'ai fait ma premier entretien au mois d'août 2016 en Californie, pendant 1 heure, juste pour présenter mon expérience, mon histoire, et ça a duré 1 heure. C'était la toute première fois que j'en parlais à la radio. Donc, entre cette période-là et le mois de novembre, j'ai eu d'autres expériences, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, j'ai aussi des expériences avec des archanges qui se sont présentés dans mon salon, quasiment de la même manière que Zor, mais un petit peu différemment, dans le sens où là, je pouvais sentir l'énergie changer quasiment 45 minutes avant que ça arrive. Et après ça, ils se sont présentés à moi, devant mes yeux, 5 archanges, dont Michael, voilà, qui est venu avec Michel, qui est venu avec le livre, un ouvrage assez large. Les pages étaient, donc le livre était ouvert, et il s'est présenté à moi, devant moi, vraiment très très proche. Il était à 30 cm de moi, quoi. Il était vraiment collé à moi, hein. Il présentait ce livre, et il me disait absolument rien. Et là, il voulait que je touche. Et quand j'ai touché ce livre, encore une fois, j'essaie un petit peu d'esquiver le sujet, parce que j'en ai parlé dans d'autres entretiens aussi. Lorsque j'ai pris le livre, là, je me suis retrouvé dans l'espace, c'est-à-dire que j'ai perdu vision de ce que je voyais autour de moi. Je n'étais plus du tout sur mon divan. Là, j'étais parti dans le cosmos. Et là, ces archanges ont commencé à me parler pour me dire, voilà, on va partager avec toi l'expérience du temps et de l'espace. Donc, ils ont comme partagé avec moi une histoire sur ce qu'on appelle, on va dire, l'aspect quantique de l'univers. Voilà.
Donc ils m'ont montré à travers la source, donc la source de lumière où la vie a été créée, où nos planètes ont été créées. C'est pas du tout le Big Bang. En fin de compte, ce que j'ai compris, c'était à l'époque, ça me paraissait tellement fluide et tellement linéaire quelque part que j'ai pas trop réfléchi à quoi ça faisait référence ou ce que c'était, puisque ça paraissait tellement vite. Je partais dans cette expérience où là, tout en, en voyageant à travers le cosmos, ces archanges me disaient, voilà, les E.T. existent, ils ont été créés par la source, et que finalement, les Pléiadiens, donc là j'ai pu voir des vaisseaux spatiaux en fin de compte de Pléiadiens en masse, et là ils m'ont dit que j'ai été menti, que ces Pléiadiens-là m'ont menti, que la mission que j'avais sur Terre était en fin de compte une mission pour leur agenda, c'est-à-dire que c'est eux qui voulaient absolument que je fasse cette mission-là, mais en me cachant d'où je venais réellement. C'est-à-dire que je venais de la source, nous sommes tous des êtres de lumière finalement, on est tous volontaires pour ces expériences, et encore une fois, c'était une expérience assez particulière au mois de septembre dernier, où j'avais vraiment jamais réfléchi auparavant, savoir faire la corrélation entre les Pléiadiens ou les extraterrestres et les êtres de lumière, ce qui se passe dans la source ou même au-delà de la source, puisqu'il y a en fin de compte plusieurs niveaux. Quelque part, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, j'ai été menti, je me suis senti quelque part trahi, mais j'ai aussi une révélation, c'est-à-dire que j'ai pu découvrir réellement qui j'étais, d'où je venais, et tout en étant volontaire avec cette expérience, je me suis dit, il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que oui, les Pléiadiens ont leur agenda, qui fait partie de la lumière aussi, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument réveiller les consciences humaines également, leurs hybrides, c'est-à-dire que nous sommes tous des hybrides sur Terre, ça dépend d'où ou de quelle race on fait partie. Donc c'est un peu comme une recette, c'est-à-dire que les Pléiadiens font partie donc de cette alliance que j'avais découvert en 2011 finalement, et que ces recettes sont créées dans cette alliance avec différentes ADN. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi bien du reptilien, du syrien, du pléidien. Si ce sont des pléidiens qui nous manipulent, on a automatiquement plus d'ADN pléidien que de syrien ou de reptilien. Par contre, ils veulent absolument utiliser le plus de races possible afin de comprendre la dynamique qui existe dans le cosmos, afin de pouvoir reconnaître leurs ennemis aussi bien que leurs amis, des choses comme ça. Et ça fonctionne à travers toute l'alliance. C'est-à-dire que toutes les races qui font partie de cette alliance, aussi bien même d'ailleurs les gris en font partie, c'est quelque chose qui est assez bizarre et difficile à comprendre, mais finalement il y a des gris, il y a différents types de gris finalement, et les gris avec qui j'ai fait affaire faisaient partie de cette alliance et avaient aussi leur propre agenda pour leur propre race. Okay, donc tout ça, j'ai compris ça pendant cette expérience. Je n'étais pas du tout sous hypnose, hein, c'était quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Et c'est vrai que ça m'a réellement choqué. C'est-à-dire que là, ça m'a fait faire découvrir des choses que je ne comprenais pas auparavant. Le téléchargement de données que j'avais reçues pendant 5 ans, finalement, ont commencé à se mettre ensemble comme une sorte de pulse. Et là, ça m'a vraiment réveillé quelque part. Est-ce que tu penses, Sébastien, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais quelque chose qui me vient à l'esprit, puisque je prépare pas souvent mes questions, d'ailleurs, les auditeurs commencent à le savoir, on en avait parlé justement hors antenne. Est-ce que tu penses que cette source dont nous faisons tous partie, finalement, bon, ça, pour moi, ça me paraît évident, mais est-ce que, d'après toi, lorsque notre corps décède ici, donc que notre âme rejoint la lumière, etc., tu crois que finalement, on peut dire un lien finalement étroit avec ce qu'on appelle des extraterrestres et finalement une âme simplement qui retourne on va dire au paradis pour les religieux, pour les catholiques, etc. Est-ce que tu crois que Ouais. est-ce que tu crois qu'il y a un lien? Ou est-ce que c'est Il y a un lien, mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, dans le ouais, sens ok. où lorsqu'on est manipulé par des extraterrestres, il faut savoir que la source donc a on va dire des âmes qui se portent volontaires pour aider les Pléiadiens ou les extraterrestres, donc d'autres extraterrestres, mais il y a aussi des âmes qui vont directement de la source sur Terre. Voilà. Donc ça existe aussi. Ce que j'ai compris au mois de janvier
dernier, donc il y a quelques mois seulement, lorsque j'ai eu en fin de compte une autre séance d'hypnose avec une personne en Californie qui s'occupe réellement de ça, qui fait ce genre d'hypnose. Je me suis aperçu que j'ai vécu une expérience éthérique où là j'étais parti en fin de compte dans le cosmos encore une fois à travers un arbre, c'est-à-dire que l'arbre était assez particulier, donc c'est comme s'il flottait dans le cosmos avec des feuilles vertes mais digitales. C'est-à-dire que ça ressemblait comme à des tuiles quelque part, mais ça vibrait de partout. Et à l'intérieur du tronc de l'arbre, il y avait une sorte de symbole de tau qui était à l'intérieur, là, le TAU, le symbole. Et je suis passé à l'intérieur de ce symbole et je me suis retrouvé dans un trou noir. Et j'étais absorbé par le trou noir. Et à la fin du trou noir, il y avait une lumière blanche qui s'est agrandie. Et là, je me suis retrouvé dans la source. C'est comme une sorte de raccourci pour revenir vers la source. Et là, j'ai découvert la source. Je me sentais tellement bien, comme le paradis qu'on reconnaît avec toutes les âmes. On fait partie d'une seule entité. C'était merveilleux. Je pouvais voir comme des lumières, des tons pastels, de couleurs, etc. Je voyais en fin de compte sur ma droite une sorte de palace, de château en cristal, des choses comme ça. Et je me suis comme détaché de cet espace quelque part, qui était quand même, j'aurais très très bien pu y rester d'ailleurs, mais j'ai voulu, parce que je voulais absolument découvrir ce qu'il y avait au-delà de ça. Je savais que c'était pas la fin. Moi, je voulais absolument découvrir ce qu'il y avait au-delà de ça. Et lorsque je me suis retrouvé finalement derrière le palace, j'ai vu qu'il y avait comme des murs. C'était des hexagones. Et ces hexagones avaient une texture de cellulose. Et lorsque j'ai voulu passer à travers, je suis passé à travers, difficilement, mais quand même à travers. Et là, je me suis retrouvé dans une autre dimension quelque part, ou un autre univers. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il existait qu'on appelle ça les univers multiples. En anglais, on appelle ça multiverse. Et je me suis retrouvé dans un univers qui était très très différent, que je pouvais ressentir. Ça m'oppressait quelque part. C'était assez noir. Il y avait des lumières assez bleuâtres, mais plus sur le violet. Et là, je me sentais pas bien du tout dans cet univers-là. Il fallait que je m'égare de cet univers-là. Et encore une fois, c'était beaucoup plus dense. Et sur ma gauche, je pouvais encore voir cet hexagone, cette texture lumineuse quelque part, qui ressemblait à de la cellulose. Et je suis passé à travers. Et d'univers en univers, je suis en fin de compte arrivé vers ce qu'on appelle la source, ce qui me paraissait être la source à l'époque. Et donc, dans cette grande chambre, dans cette pièce-là, je me suis aperçu qu'il y avait une sorte d'être omnipotent, omniprésent, que je pouvais considérer comme mon père quelque part, mais avec un grand P. Et là, il a commencé je pouvais entendre cette voix qui me disait Ea, Ea, Ea. Donc la lettre E et la lettre A. Et ça me disait absolument rien. J'ai découvert par la suite que le nom Ea voulait dire Enki, qui faisait partie des Anunnaki, et que cet être-là voulait me faire voir autre chose et m'a refait partir dans l'univers encore une fois, comme une sorte de fibre optique. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué à ce moment-là que, toujours pareil, en repartant vers notre cosmos, que tout ce qui était autour de nous était une création, ça faisait partie d'un programme, et que nous faisons tous partie de ce programme-là. C'est-à-dire que notre vie, la vie qu'on vit sur Terre aujourd'hui est une illusion. Tout ce qui a été créé autour de nous fait partie de la conscience collective. Et que l'univers a une conscience très différente, qui est donc la conscience universelle, qui n'a rien à voir avec la conscience qu'on a sur Terre. Et donc, c'est pour se dissocier de cette conscience qu'il faut revenir vers la source afin de savoir réellement qui on est, afin de se souvenir qui nous sommes. Puisque nous sommes tous des êtres souverains finalement, volontaires pour chaque expérience. Il n'y a rien de mal dans tout ça, mais il faut savoir également que dans ce programme-là, il y a eu d'autres problèmes. C'est-à-dire que la manière dont Ea m'a décrit les choses, c'est que dans le paradis que j'ai pu décrire avec le palace, etc., que dans cette forme de paradis-là, il n'existait plus de Dieu.
que les mini-mi ou les mini-mois que EA a créé pour son programme afin de recréer les différents univers qui existent, ce dieu-là finalement a fait des erreurs dans le programme qui ont en fin de compte aidé à l'expansion du néant. Et ça a permis en fin de compte à EA d'absorber son énergie afin de corriger les problèmes. Les problèmes, malheureusement, existent toujours et nous faisons face à ce genre de problèmes par rapport à ce qu'on voit sur Terre avec maintenant la présence de reptiliens, des choses comme ça, qui font partie d'une race qui à l'époque faisait partie de la lumière, mais qui maintenant font partie du néant. C'est-à-dire que eux, c'est une race qui cherche le contrôle, qui veut finalement détruire l'ensemble des races pour avoir un contrôle ultime, et ça va en fin de compte aboutir à l'expansion du néant, ce qui est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse de la lumière. On pourrait dire que c'est un petit peu comme dans Matrix, il y a eu un bug quelque part, c'est un petit peu ça ou... C'est un peu ça. C'est un peu, en fin de compte, il y a énormément. Ouais, moi, j'ai pas vraiment vu ou visionné la matrice. D'ailleurs, ça fait où je l'ai vu. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de parallèles par rapport à ça aussi. Avec la petite pilule rouge ou bleue, c'est-à-dire qu'on peut choisir ce qu'on veut découvrir, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Et en fait de compte, c'est vivre cette illusion dans laquelle on était immersé dès l'enfance, en sachant que voilà, le ciel est bleu, que la terre ou l'herbe est verte, et des choses comme ça, fait partie de notre illusion quotidienne. Et on a été programmé sur Terre pour vivre cette expérience, alors que finalement, moi, j'ai vécu autre chose. J'ai eu des visions sur la conscience collective changer d'ici 5 ans, et j'ai pu voir un univers complètement différent, où le temps n'est plus le même, où notre ADN finalement est sous contrôle, c'est-à-dire que nous pouvons changer notre apparence à volonté, et nous sommes des êtres, on va dire, multidimensionnels. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels, effectivement, mais en élevant notre fréquence, puisqu'on a une fréquence assez basse en ce moment, on est en train d'expériencer depuis 2012. Donc, lorsqu'on parle du calendrier Maya avec la fin du monde, c'était pas du tout la fin du monde, c'était finalement l'éveil des consciences humaines pour découvrir et pour élever nos fréquences sur Terre. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé depuis 2011, depuis novembre 2011. Et depuis ce temps-là, je me suis retrouvé avec de plus en plus de personnes très proches de mon âge aussi, qui ont eu ce genre d'éveil depuis les 5 dernières années et qui sont maintenant aujourd'hui en train de travailler, qui font exactement les mêmes démarches que moi, c'est-à-dire promouvoir ce message avec d'autres personnes, et on devient un groupe, c'est-à-dire qu'on se relie les uns aux autres et on devient une famille assez intéressante, puisque on est très très différents les uns des autres, de différents pays, et pourtant on a des liens qui nous relient, qui sont beaucoup plus forts que ce qui arrive sur Terre aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi depuis 2011, mais qui s'est réellement renforcé depuis le mois de juin. C'est ça. Alors, tu voulais aussi rajouter quelque chose par rapport aux émissions que tu as tournées chez l'un ou l'autre. Oui. C'est une expérience plutôt, on va dire, un peu négative, si je puis dire. Ah, quelque part négatif, mais bon, quelque part, ça ne me touche pas non plus, puisque bon, c'est sûr que depuis mon réveil sur les consciences, lorsqu'on fait compte, on essaye d'approcher la lumière, on a aussi connaissance de la négativité. C'est un petit peu le système de dualité qu'on retrouve un petit peu dans la religion, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est un petit peu de la même manière que Jésus-Christ, Bouddha, enfin ils ont tous, en fin de compte, lorsqu'ils ont eu leur réveil aussi spirituel, ils ont toujours eux aussi fait face à ce genre de problème, quelque part. Et de mon côté, même si je me considère pas du tout comme Jésus ou Bouddha, hein, mais on fait tous partie de cette expérience spirituelle. C'est un parcours sur lequel on est amené. Et c'est sûr que j'ai eu des expériences assez bizarres quelque part, où par exemple sur ma ferme, j'ai une ferme de 5 hectares et demi. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu un van, un camion noir qui s'est arrêté devant mon portail en pleine nuit, et c'est mon voisin qui m'a averti le lendemain pour me dire que j'avais un camion qui s'est arrêté, qu'il pensait que c'était des cambrioleurs au départ. Et il me disait que la plaque d'immatriculation n'était pas apparente, et que le camion tournait toujours, donc le moteur n'avait pas été éteint, et qu'un homme est sorti du camion en costume cravate avec un chapeau noir et des lunettes noires, et qu'il regardait le portail, il est resté à côté du camion, et il est revenu dans le camion et ils sont repartis.
Donc ça, c'est l'une des expériences qui m'est arrivée. Pas directement, mais on va dire proche, à côté de mon portail. Ensuite de ça, j'ai eu une expérience assez bizarre où là, j'étais chez moi en préparation de partir au Mexique pour des vacances avec ma famille et avant de partir en Arizona pour un salon sur les ovnis. Là, j'étais en fin de compte en train de dormir et je me suis retrouvé faire une sortie de corps dans mon couloir, me retrouver devant ma porte de maison et une porte en verre et je pouvais voir une voiture devant ma maison avec le moteur allumé et un gars à l'intérieur qui avait une sorte de coupe assez carrée, un homme assez robuste que je pouvais voir en trois quarts. Et lui, par contre, il ne portait pas de lunettes ou quoi que ce soit, mais il paraissait bizarre. C'est comme s'il y avait une perruque quelque part. C'était pas vraiment des cheveux assez réguliers. Et je pouvais voir sur sa plaque d'immatriculation, par exemple, qui était comme cryptée. Tout était crypté, c'était bizarre. C'était la seule chose de crypté qui existait sur ce que je voyais. Donc là, je suis passé à travers la porte pour le suivre, puisque au moment où je suis présenté devant ma porte, finalement, il s'est comme aperçu de ma présence et il est parti. Donc je suis passé à travers la porte, je l'ai suivi sur mon chemin, et en fin de compte, j'ai deux chemins sur ma propriété qui se rejoignent, donc en Y. Et là, j'ai vu un autre véhicule qui remontait l'un des chemins et ils sont rejoints, ils sont partis ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillé, c'est encore une vision qui m'est restée très clairement, et je me suis dit que ce n'était pas seulement un rêve. Donc là, je suis parti sur le chemin qui descendait vers nos étangs, qui est un chemin que nous n'utilisons pas en hiver puisque ce serait soit trop gelé et il y aurait trop de neige. Et là, j'y suis allé et j'ai remarqué qu'il y avait traces de pneus tout le long du chemin. Donc ça a un petit peu confirmé ce que j'ai vu, puisqu'on a de la neige et qui était très fraîche en plus. Et là, j'ai pu voir les traces de pneus sur le chemin. Donc sans plus, je me suis pas senti vraiment attaqué quelque part, mais là on voyait qu'il y avait une sorte de rapprochement quelque part. Lorsque je suis parti en Arizona pour faire l'entretien avec Eric Cassidy pour Project Camelot, j'y suis resté pour 5 jours pour aussi assister au salon de l'UFO sur place. Et pendant ce salon-là, on est allé à un banquet, c'était un repas avec tous les participants, etc. Et là, je fume des cigares, ça c'est mon problème. Je fume des cigares et lorsque j'avais laissé mon cigare à l'extérieur sur la terrasse, l'une de mes nouvelles amies qui allait en fin de compte décider de partir fumer une cigarette à l'extérieur a vu 3 hommes, 2 hommes qui étaient sur place en train de prendre un échantillon de mon cigare avec l'étui du cigare que j'avais laissé sur la table. Donc, ils ont mis ça dans un sac plastique et ils ont commencé à faire demi-tour vers le camion noir qui les attendait un peu plus loin. Et là, la femme a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et l'un des hommes s'est retourné et lui a dit « On sait qui tu es. » Et ça lui a fait tellement peur qu'elle a reculé, elle est repartie à l'intérieur du bâtiment et en se retournant, elle les a vus repartir dans le camion et partir. Et c'était trois hommes avec costume cravate, chapeau noir, lunettes noires, les vrais Men in Black, comme on reconnaît. Voilà. Donc je pense que c'était un peu, la plupart des participants maintenant qui me connaissent et qui m'ont entendu à la radio, etc., m'ont dit qu'ils ont voulu prendre mon ADN. Bon, ce qui est intéressant, puisque bon, je ne pensais pas vraiment être, on va dire, assez important pour qu'on prenne mon ADN. Enfin bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et le jour où je suis revenu chez moi, vraiment le soir même, je me suis couché, j'ai éteint ma lumière de chevet, et là j'ai vu une sorte d'être chauve qui s'est pointé vers moi, du côté de mon lit, qui marchait vers moi en pleine nuit, et je pouvais voir en fin de compte une sorte de lumière sur son crâne luisant, là, sur son côté gauche à lui, moi je voyais à droite, et de manière instinctive, quelque chose que j'ai appris après mon réveil en 2011, c'était réveiller l'énergie du Kundalini, dans mon corps de manière intuitive. Je ne savais même pas que ça s'appelait le Kundalini, c'est quelqu'un qui m'en a parlé après, et c'est quelque chose avec quoi je m'amusais, c'est-à-dire que je pouvais marcher sur des pierres assez pointues, des choses comme ça, et sans me faire mal, c'est-à-dire qu'en utilisant le Kundalini. Et puis, de manière instinctive, je me suis levé, c'est-à-dire que j'ai sauté de mon lit, je me suis retrouvé devant cet individu et j'ai réveillé mon Kundalini, ça m'a fait comme des frissons dans le dos et j'ai appelé la lumière en même temps, la source, et j'ai comme envoyé cette énergie vers cet être négatif quelque part devant moi
et j'ai vu exploser devant moi comme en particules orange et rouge devant moi qui se sont dissipées. Et j'ai rien dit, hein. Je me suis recouché. Ma femme me dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai dit oh, ben, c'est rien, c'est rien. Et puis elle s'est endormie, on s'est couché, tout s'est bien passé après. Donc c'est sûr que depuis ce temps-là, depuis mon entretien, j'ai eu beaucoup de contacts avec des individus de toutes parts dans le monde, aussi bien au Pakistan, en Norvège, aux États-Unis, comme j'ai déjà dit plus tôt. Et ces individus-là ont eu des expériences assez particulières en me disant, voilà, il faut que tu t'informes, les Men in Black font partie de l'ACIO et ils font partie de la 6e division de l'ACIO. Donc moi, c'est pas vraiment un sujet que j'ai encore étudié, que je comprends très très bien aujourd'hui. Mais c'est cette personne-là de Norvège qui m'a contacté aussi m'a expliqué que il me connaissait, que comme quoi il y aurait éventuellement un fichier sur moi à l'ACIO et que je ferais partie des consciences justement spirituelles pour réveiller les consciences humaines et qu'ils étaient déjà au courant de ça. Quoi, j'étais un protecteur de la ligne de temps. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Ils m'appellent ça un protecteur de la ligne de temps. Et c'est sûr que j'ai vu des tremblements de terre, j'ai vu des cataclysmes qui pourraient éventuellement arriver, mais j'ai aussi compris parmi ces expériences-là que ce sont des expériences qui peuvent être retardées. C'est-à-dire qu'on peut retarder l'échéance du moment où on arrive à changer cette ligne de temps positive, où on arrive justement à élever notre conscience humaine, notre fréquence, afin justement de changer ce qui pourrait réellement arriver parmi ces choses négatives ou qui attirent le néant, qui attirent le négatif. Voilà. Et avec tout ce qu'on voit pour l'instant à la télévision, les infos, etc., on le répète souvent sur la chaîne, c'est vrai que c'est pas pour nous aider à élever notre taux vibratoire. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais bon. Ouais. Est-ce que toi tu te sens aujourd'hui, Sébastien, en danger, ou est-ce que tu es plutôt confiant par rapport à tout ça? Non, je sais que je suis très très protégé à différents niveaux, pas au niveau comme les gens pourraient croire ou dire par la suite comme la CIA ou des choses comme ça. Je suis pas du tout programmé, j'ai aucun agenda en particulier. D'ailleurs, j'ai créé un site web NSUHO, donc NSUHO, pour justement aider les gens en fournissant des outils afin de réveiller les consciences humaines. Ce sont des outils qui sont déjà disponibles sur Internet parmi des collaborateurs qui m'aident dans ce projet-là. Qui est tout à fait gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout il y a un bouton justement pour les dons, mais c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je vis, puisque bon, j'ai fait ma fortune dans les affaires, j'ai pas vraiment besoin de ça, mais simplement que les gens qui m'ont contacté m'ont demandé si ils voulaient participer et me donner des dons. Alors j'ai créé un bouton PayPal pour ce genre de choses, mais c'est pas avec ça que je vais survivre ou faire davantage de travail sur le site web, ou même faire des entretiens avec des personnalités comme Laura Eisenhower qui va venir le 27 mars sur notre ferme. Je la fais venir et je vais créer 16 épisodes avec elle pour discuter justement de travail sur la conscience et de l'orienter plus vers un éveil spirituel pour aider les gens, etc. Donc c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui et je m'entoure de personnes qui veulent vraiment aider ce genre de processus, puisque c'est un processus qui n'a pas vraiment d'agenda financier. Ça va permettre au monde entier de se réveiller, de comprendre que cette conscience est fictive, que nous pouvons la manipuler comme on peut finalement comprendre que tout ce qu'on a appris depuis notre enfance n'est qu'une illusion, et même on va dire la gravité, tout ce qu'on comprend comme gravité. D'ailleurs, je l'ai mentionné plusieurs fois sur mes pages Facebook, etc., pour dire que la gravité même fluctue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la gravité peut changer. Et pourquoi est-ce qu'elle peut changer? C'est parce qu'on peut avoir un impact direct sur la conscience humaine, on va dire la conscience qui existe sur Terre, contrairement à la conscience universelle qui peut tout chambouler. C'est-à-dire qu'on peut très bien, aussi bien voler que changer notre environnement du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est ce qui existe aujourd'hui dans la plupart des prophéties indiennes qu'on retrouve à travers toute l'Amérique du Nord, qui s'appelle The Rainbow Prophecy, ou la prophétie de l'arc-en-ciel,
qui donne des détails, non sans mentionner que nous vivons dans une illusion, que on va pouvoir créer une nouvelle réalité. Il ne parle pas du tout de ça. Par contre, il donne des détails ou des exemples comme quoi toutes les races humaines, donc il parle de races jaunes, rouges, blanches, noires, vont se regrouper dans un cercle et que finalement toutes les choses qu'on a apprises vont changer et que les arbres vont pouvoir repousser du jour au lendemain. Donc, si nous ne faisons pas partie d'un programme, qu'est-ce qui pourrait permettre justement aux arbres de repousser du jour au lendemain, afin de changer notre réalité? Il faudrait penser un petit peu à ça. D'ailleurs, ce qu'on retrouve aussi dans la Bible avec la Genèse, etc., des choses comme ça, pour dire que le monde a été créé en 7 jours, bon, bah, c'est un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que notre monde, oui, a pu être créé en 7 jours si les êtres de lumière ont voulu créer cette illusion de monde qui nous entoure, comme quoi, au départ, où on dit que la Terre est plate, que la Terre est creuse, que la Terre est ceci, que la Terre est cela, mais finalement, si c'est qu'une illusion, on peut voir ce qu'on veut, puisque c'est un univers multidimensionnel qui nous permet de vivre ce qu'on souhaite voir et ce qui a été donné au départ pour nous afin de pouvoir exprimer ces expressions humaines, afin de répandre ou d'épandre justement l'univers qui a besoin d'apprendre de ces expériences-là, puisque si nous faisons partie d'un programme et que l'intelligence artificielle qui nous gère finalement apprend de ces émotions-là, ça renforce ce climat d'expansion de l'univers, contrairement au néant qui devient finalement rien. On parle de matière noire, par exemple aujourd'hui, que ça représente 95% de l'univers. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément analyser ou voir, mais c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps a, on va dire, 75 à 80% d'eau, de sang, etc. Mais ce qui nous fait réellement vivre, c'est notre âme. Et notre âme, qui on va dire est concentrée sur notre cerveau, ce qui nous fait réfléchir, ne représente qu'une petite partie de ce que nous sommes. Donc si on regarde ça comme, encore une fois, une illusion d'optique, ce qui représente en fin de compte la majorité de ce qu'on doit faire attention, c'est ce qui existe dans l'univers qui n'a rien à voir avec la matière noire. Donc la matière noire existe réellement pour soutenir le travail de la lumière, mais c'est sûr que c'est un peu comme le yin et le yang, c'est le bien et le mal, ça fait partie de la même chose, et que l'un a besoin de l'autre pour subsister, mais qu'il y a une balance à respecter, et que finalement sur 95% de la matière noire qui existe dans l'univers, tout est relatif, puisque ce qu'on retrouve dans notre univers aujourd'hui, qui est un univers assez neuf, par rapport aux autres univers qui existent, il y a beaucoup plus de lumière, il y a beaucoup plus d'énergie de lumière qui existe par rapport à la matière noire par exemple. Donc, si on regroupe l'ensemble, on arrive à un but à 50-50. Et c'est un petit peu le balance qui doit exister. Et ce qu'on veut éviter dans cet univers aujourd'hui, c'est le fait d'être emprisonné dans cette matière noire, dans cette idée que nous ne représentons que rien, que l'ego est quelque chose qui va nous envahir, qui va nous détruire, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut, on va dire, il faut aller au-delà de l'ego pour comprendre déjà qui nous sommes, que nous sommes qu'un, que nous faisons partie de la lumière, que nous sommes tous volontaires dans cette expérience sur Terre et que nous allons découvrir quelque chose de beaucoup plus fantastique qui va au-delà de ces non-sens et qui vont nous faire découvrir quelque chose de magnifique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoute, c'est super, Sébastien. C'est vrai que c'est justement une question que j'allais te poser, comment est-ce qu'on pourrait dire. Alors, j'aime pas jamais le mot conseil, parce que, encore une fois, quand on conseille, généralement, ça fait écarter les gens et ça leur fait peur, mais c'est simplement cette prise de conscience que, encore une fois, le but, c'est pas. On le ressent, hein, je veux dire, on le ressent tout le temps, tous les jours. En plus, là, nous sommes en 2017. Je pense que c'est de pire en pire. Il y a le climat ambiant devient de plus en plus lourd. Il y a le monde politique, il y a le monde financier, il y a le monde de l'amour qui s'écroule aussi. Rien que ça, déjà, la famille n'est plus ce qu'elle était. Et rien que ça, si les personnes n'arrivent pas à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, je pense qu'on ne saura jamais s'élever. Mais si on prend conscience de ça, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, et c'est ça qui est génial, finalement, de tout milieu, parce que c'est ça, là, toi, tu es un exemple, finalement, pour cette prise de conscience. Tu viens d'un monde financier aisé,
Enfin, en tout cas, parce que tu l'as construit comme ça et que tu y es arrivé au fur et à mesure. Hein. C'est clair qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour être aisé. Mais en plus, Non, je ne suis pas Donald Trump. Voilà, oui, bon, bah lui, c'est peut-être le mauvais exemple. Enfin, Ouais. voilà. Mais en fait, voilà, je crois que voilà, si tout le monde pouvait se dire, enfin, se tenir les mains dans la main, se regarder avec le même regard, aller vers le même but, finalement, et non pas ce but qui est de moi je vais survivre et puis vous restez derrière parce que non, c'est pas comme ça que ça marche. On est tous là, on est tous sur cette terre, on a le même ciel, on a les mêmes cette même nature qui nous entoure, même la nature aussi fait partie de cette conscience, il faut pas l'oublier. Moi tu parlais des arbres tantôt, j'adore les arbres, c'est aussi un petit peu le thème d'ailleurs de la chaîne. C'est très important cette conscience que tout est dans tout en fait et que nous sommes dans ce tout. Exactement. Et si on prend conscience de ça, exactement, pour créer en fin de compte l'énergie qui existe autour de nous, pour créer cette illusion d'optique finalement avec les arbres, avec tout ce qui nous entoure, tout est fait de lumière. Donc tout fait partie de la lumière et fait partie de notre conscience universelle. Donc c'est sûr que lorsqu'on peut voir l'énergie qui émane des arbres, d'ailleurs qui peut être analysée même avec différentes caméras, des choses comme ça, on peut voir l'énergie qui existe dans l'eau. L'eau répond à notre énergie, à nos émotions lorsqu'on communique avec cette eau. Tout est relié. C'est sûr que il ne faut pas dénigrer que nous sommes encore une fois nous vivons en fin de compte dans notre petite bulle, dans notre petit univers finalement, avec notre race et sans vraiment savoir qui est qui. Et on a énormément de préjugés déjà dès le départ. Et c'est un petit peu géré par le monde économique qui souhaite justement qu'on ait des ennemis, qu'on ait des amis, que tout est créé par les médias et on est manipulé par les médias. C'est la raison pour laquelle je ne regarde même plus la télé depuis, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Et voilà. Et donc, je m'aperçois très très bien que ce sont ce genre de préjugés qu'il faut détruire pour justement avoir un niveau de compassion tellement élevé que on va commencer à se rebeller contre les systèmes existants afin de justement pouvoir recréer ce climat qui existait auparavant, qui doit encore réexister afin de recréer cette balance dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur et que j'essaie de promouvoir d'ailleurs sur mes chaînes, sur mes pages sociables Facebook, etc., afin de justement faire augmenter le système de compassion chez les gens, aussi bien chez les personnes qui n'ont aucune idée des extraterrestres ou quoi que ce soit, mais déjà de faire augmenter leur système de compassion afin de se réveiller à autre chose. Chacun va se réveiller à leur manière quand ils vont pouvoir se réveiller, mais il n'y a pas vraiment de limite, c'est-à-dire que avoir une expression de compassion tellement large afin d'embrasser le monde entier, c'est quelque chose de merveilleux quelque part. Et nous avons énormément de distractions dans notre vie. C'est-à-dire que nous sommes bombardés par les distractions qui nous empêchent d'élever notre conscience universelle, afin de nous rappeler qui nous sommes et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur Terre, afin d'avoir le même agenda, mais énormément de personnes sont bloquées par tellement de choses. C'est-à-dire que les IT bloquent certaines pensées aussi, pour justement leur agenda propre. Il y a des alliances qui existent sur Terre avec les gouvernements qui travaillent avec les petits gris pour faire des expériences sur les êtres humains afin de pouvoir renverser les technologies extraterrestres sans avoir d'autres échanges, c'est-à-dire que pour qu'ils deviennent, on va dire, autonomes et être en contrôle. Donc c'est un petit peu la même raison pour laquelle ils veulent avoir ce genre de programme secret afin de comprendre ce qui se passe dans l'univers par eux-mêmes, sans avoir d'alliance ou quoi que ce soit. Et c'est pour avoir un avantage sur les IT qui existent et qui, d'une part, sont bénévoles, qui veulent aussi nous aider, mais qui aussi ont leur propre agenda. Donc ça, c'est ce que les gouvernements connaissent, ils sont au courant de ça aussi.
Mais il y a aussi un risque dans tout ça. C'est-à-dire que la conscience humaine que nous avons et la plupart des gens qui sont en contrôle peuvent aussi être contrôlés par des races négatives comme les reptiliens, les dracos, qui sont beaucoup plus, on va dire, terre à terre et veulent contrôler notre race ainsi que d'autres races extraterrestres et peuvent aussi avoir des alliances avec certains gouvernements sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se dissocier de ce genre de relations et d'avoir notre propre agenda sur Terre parmi toutes les races, les hybrides qui existent sur Terre, afin de se relier ensemble les uns les autres, parce que, en fin de compte, nous sommes tous, nous faisons tous partie de ce même agenda pour savoir qui nous sommes, pour aller au-delà de ces races E.T. D'accord. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien pour cet entretien. C'est moi qui te remercie, Alexis. Vraiment, merci d'être venu parler sur les sentiers du réel. Je sais que c'est un sujet hautement important pour toi et pour l'humanité, parce que finalement, voilà, encore une fois, bah, comme tu l'as très bien dit, on recite toujours ces fameuses phrases philosophiques, d'où viens-je, dans quelle étagère, etc., sans faire de jeu de mots, et qu'on retrouve dans les pièces de théâtre. Mais voilà, c'est ça les vraies questions. C'est qui sommes-nous finalement? Pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre? Pourquoi est-ce que nous devons souffrir? Ça n'a pas de sens. Il me semble que ça, c'est déjà la première question qu'on devrait déjà se poser. C'est pourquoi est-ce que je souffre aujourd'hui? Alors, certaines personnes vont dire, mais je ne souffre pas. Oui, d'accord. Mais alors, explique-nous un petit peu comment tu fais, parce que... La souffrance fait partie des émotions humaines dont la source apprend aussi. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de compassion qui ressurgit à travers la souffrance et la haine que l'inverse. Mais ça, c'est quelque chose, ce sont des images, on va dire, archaïques du passé qui doivent disparaître, qui font encore partie de notre univers. Hier, justement, j'ai mis un post sur une fille de la Corée du Nord qui dénonce le régime, justement, de nord-coréen, etc. Et c'est vrai que c'est misérable lorsqu'on voit ce genre de manipulation où ils n'ont même pas la télé, ils ne peuvent même pas regarder un film Hollywood, ou s'ils regardent un film Hollywood sans permission, ils sont tués, ou des fois c'est toute la famille qui est tuée. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc ça, c'est ce genre de climat qui ne doit plus exister dans le monde entier, dans toutes les races. Et ça, c'est inacceptable. Ce n'est plus acceptable. C'était peut-être acceptable à une certaine époque, mais il faut savoir qu'il y a des gouvernements qui justement bénéficient de ce genre on va dire, de contrôle, puisque ça leur permet justement d'avoir d'autres contrôles ou des liens pour, par exemple, on va dire, inspecter ce qui se passe en Chine ou ailleurs. Donc il y a toujours des agendas au niveau économique qui sont acceptés parce que tout est relié au monde financier et ça, c'est inacceptable aussi. Donc c'est pour ça que le système monétaire doit changer ou va changer, puisque le système monétaire va disparaître avec les consciences, avec une élévation des consciences humaines, avec une plus haute fréquence, puisqu'on s'apercevra qu'encore une fois, ça fait partie du contrôle, ça fait partie de notre illusion, de cette réalité qui nous emprisonne finalement. Et une fois qu'on aura compris tout ça va disparaître. Comme les prophéties de l'arc-en-ciel disent, ça va disparaître du jour au lendemain. Comme c'est venu. Comme c'est venu, exactement. Et je terminerai par cette pensée. J'en parlais l'autre jour à quelqu'un de proche. Justement, je me dis, ben, en fait, l'argent, si nos élites, nos soi-disant élites, savent fabriquer cet argent, parce qu'ils ont les machines pour, et puis maintenant, de toute façon, tout ça est virtuel, on le sait très bien, dans les banques, ce n'est qu'un chiffre qu'on rajoute comme ça avec le système informatique, on va dire. Qu'est-ce qui les motive encore à cette souffrance? Qu'est-ce qui motive encore ces gens à ce point-là à servir le peuple? Alors oui, comme tu dis, on va dire que c'est pour l'ignorance, c'est aussi pour pas qu'on s'éveille, pour pas qu'on sache justement qu'on cherche qui on est, etc. Le contrôle. Le contrôle. Mais cette souffrance, je pense que c'est ça la clé. Pour eux, je pense que c'est leur nourriture. Donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est de leur fournir cette nourriture spirituelle négative par cette souffrance. Et nous devons tous aller vers ce chemin, vers un chemin en tout cas de non-souffrance, de compassion, d'amour, et je pense que c'est ça la vraie clé. Et je pense que là, ça fait déjà partie, en tout cas,
d'un point de vue terrien en tout cas, de quelque chose d'assez important. Après, on pourra dire oui. Maintenant, on va faire un autre pas, un autre pas, un autre pas. Mais comme tu l'as très bien dit, je pense que nous devrons tous et chacun faire ça à notre rythme, mais tout en commun. Je pense qu'il n'est jamais, de toute façon jamais trop tard. Voilà. Ça peut être C'est ça. voilà, quelqu'un qui a demain 80 ans et un enfant qui a 10-12 ans qui se rend compte de ça parce que maintenant on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup d'enfants, on voit énormément de vidéos sur Facebook, ça c'est génial, des enfants de 5 ans qui te sortent des pensées comme ça me donne des frissons, vraiment, on dirait des Ouais. starseeds, quoi. C'est plus des Ouais. enfants, ça, c'est vraiment quelque chose. Exactement. C'est Ouais. Et magnifique. moi, mes enfants, par exemple, sont très réveillés à 4 ans et 6 ans. Et c'est sûr que quand je vois ça, ça m'époustoufle parce que je n'étais pas du tout de la même façon qu'eux à leur âge. Et c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique d'observer. Et de plus en plus, on a des jeunes qui naissent avec cette nouvelle fréquence finalement. Et ils se rebellent, ils se rebellent d'ailleurs beaucoup plus facilement contre ce que nous avons aujourd'hui établi pour eux. Ils ne comprennent pas et ils veulent aller au-delà de ça. Et d'ailleurs, ils ont une compassion tellement élevée qui est phénoménale. L'autre jour, je vais dire juste un petit à propos. Ma fille était dans la voiture et je lui ai dit voilà, mon fils de 4 ans voulait voir les oies sauvages et il voulait que je les fasse voler. Alors je suis sorti du véhicule pour essayer de taper des mains comme ça pour les faire toutes voler. Et j'ai dit ça à ma fille, elle était consternée. Elle m'a dit mais est-ce que si tu étais une oie, est-ce que tu voudrais qu'on te fasse peur autant que tu leur as fait peur? Ça, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, Eh ben, ouais, tu remercieras ta fifi de la part je dirais. d'un Européen qui trouve cette Il n'y a pas de histoire problème. magnifique. Et voilà. Ok. Bah, écoute, Sébastien, est-ce que tu peux nous rappeler éventuellement donc ton site et Oui, comment est-ce qu'on peut te joindre via les réseaux sociaux et je pense que tu as aussi oui. une chaîne YouTube, hein, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc, malheureusement, là, Ah, je me souviens plus du nom de la chaîne bon, YouTube. je la mettrai en Mais, lien. Ne t'inquiète pas, je la mettrai en ok. lien, oui. Mais pour le site web, c'est Ok. nsuho.com. Donc, c'est nsuho.com, qui veut dire conscience. Et donc, sur ce site web-là, il y a une page de contact. Là, les gens peuvent me contacter directement. Sur Facebook, c'est Official Nsuho. Donc, c'est Official Nsuho. Et autrement, les gens peuvent aussi me regarder directement avec Sébastien.Martin. Encore une fois, c'est en anglais malheureusement. Consciousness.advocate. Ok, je le mettrai Voilà. en lien, pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien. Je te souhaite écoute, bonne continuation dans cette quête de l'éveil parce que vraiment, Merci je beaucoup. pense qu'on doit tous être là à faire ce travail aussi minime qu'on puisse le faire avec nos petits moyens. Et je pense que déjà en Ouais, parler autour de nous, petit à petit, sans trop choquer les gens parce que c'est pas le but non plus. Je pense qu'il faut y non. aller mollo, comme je dis souvent, il faut y aller vraiment lentement. Chi va sano va lontano. Enfin voilà, quelque chose comme ça en Oui. italien. Bref, Ok. je te souhaite une excellente journée, puisque chez toi il est un petit peu plus tôt ici qu'en Europe. Ouais, Et à tout bientôt, Sébastien. très bien. Bah, je te remercie, Alexis. À, Bonne à journée. ciao, au revoir. Au revoir. Au revoir.